Au travers des 9 modules du modèle Canva, nous allons 475 339. C'est le nombre de vies qu'il vous faudrait pour consommer le chiffre d'affaires de Netflix de l'année 2020 en pois chiche. Et je pars du principe que vous en consommez du premier jour de votre vie jusqu'à votre 85e anniversaire. Ah bah, autant vous dire qu'il faut aimer le houmous et les protéines. Plus concrètement, c'est 24 996 56 000 $ qu'a gagné Netflix pendant l'année 2020. Il faut dire que le contexte sanitaire et économique a un petit peu aidé l'entreprise. On pourrait donc s'imaginer que Netflix est une entreprise très rentable compte tenu de ce chiffre d'affaires et de sa notoriété. Pas vraiment. Je me permets de vous expliquer pourquoi au travers de son business model dans cette vidéo. Netflix est une multinationale américaine créée en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph, dont le siège social se situe à Los Gatos, en Californie donc. À ses débuts, l'entreprise proposait de la location et de l'achat de DVD qui étaient livrés par courrier. Par la suite, l'entreprise met en place un abonnement permettant de louer un nombre illimité de DVD sans date de retour ou de frais de retard. Mais c'est seulement dans les années 2000 que naît le système de recommandation se basant sur les notes données par les utilisateurs qui permettait de prédire les films que les abonnés souhaiteraient regarder. C'est 20 ans après sa création, soit en 2007, que Netflix s'impose sur le marché de la VOD en devenant le premier distributeur et producteur de contenu. Mais on détaillera ça un petit peu plus tard. Netflix est un exemple phare du business model par abonnement. Au travers de revenus récurrents, il permet une amélioration de la capacité financière de l'entreprise. Est-ce pour autant une assurance de la rentabilité de la société ? Pas forcément. Au travers des 9 modules du modèle Canva, nous allons étudier le business model de Netflix. Le premier module est le segment de clientèle. Netflix, c'est 93 millions d'abonnés dans 190 pays. La segmentation peut être faite de 3 manières. Tout d'abord, la micro-segmentation, c'est-à-dire qu'il existe chez Netflix 2000 test clusters, soit profils de goût qui sont regroupés selon différents mots-clés. Par la suite, il y a la segmentation quant à l'utilisation. Ça consiste à déterminer quel type d'écran est utilisé pour le service Netflix, à quelle fréquence et quand est-il utilisé. Et enfin, le critère géographique, c'est-à-dire que selon le pays où vous regardez Netflix, les films mis à disposition ne seront pas les mêmes. Concernant la proposition de valeur, c'est encore Netflix qui en parle le mieux. Si on se réfère au rapport annuel, il est inscrit que Netflix est le plus important service de divertissement de streaming par abonnement au monde, avec plus de 167 millions de $ générés par les abonnements dans plus de 190 pays pour profiter de séries télévisées, de documentaires et de longs métrages dans une grande variété de genres et de langues. Les membres peuvent visionner autant qu'ils le souhaitent, à tout moment, n'importe où, sur n'importe quel écran connecté à Internet. Les membres peuvent démarrer, mettre en pause, reprendre le visionnage, le tout sans publicité. Donc, on peut noter qu'en termes de proposition de valeur, il y a une grande variété de contenus grâce à l'importante bibliothèque permettant de nombreux choix et également un accès illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au service à partir du moment où l'abonné est connecté à Internet. À cela peut être ajouté le fait qu'il est possible de visionner des saisons complètes. On appelle ça le binge watch. C'est-à-dire que vous pouvez regarder toute la saison en intégrale et cela sans devoir attendre d'une semaine sur l'autre. Grâce notamment au fameux Par ailleurs, on retrouve des contenus originaux tels que Casa del Papel, Orange is the New Black. Il y a également l'absence de publicité, ce qui différencie Netflix de la télé ou de certains autres services de streaming sur lesquels la promotion est faite entre chacun des épisodes. À cela s'ajoute la personnalisation au travers de listes que vous pouvez créer et également des recommandations qui sont faites selon les films que vous avez déjà regardés. Un prix attractif, c'est-à-dire que le premier forfait est à 7,99 € et au maximum on monte à 15,99 €. Compte tenu de la large bibliothèque, ça reste un prix très attractif. Enfin, vous avez également, si vous n'êtes pas abonné chez Netflix, la possibilité de découvrir le service au travers d'un mois gratuit.
Par ailleurs, il est possible au sein d'un même compte de le partager avec des proches, ce qui nous permet de dire que la politique d'abonnement de Netflix est permissive puisqu'il est possible aux différents utilisateurs de se connecter au même moment. Et ça, c'est pas mal. En termes de canaux de distribution et de vente, il y en a deux principaux. Tout d'abord, le site et l'application Netflix et également les sites des partenaires tels que les fournisseurs Internet, Sony, LG ou d'autres prestataires que l'on étudiera dans les partenariats clés. Puis en termes de canaux de communication, il y en a deux qui sont les réseaux sociaux au travers desquels Netflix a un engagement fort grâce à leur community manager et la publicité classique. La relation cliente est très importante chez Netflix. On le remarque tout d'abord par cette possibilité de personnalisation au travers de listes et de recommandations qui sont faites spécialement pour l'abonné qui a visionné les différents films. Il y a également l'image novatrice et moderne de la marque à un point tel qu'elle est carrément entrée dans les us et coutumes au travers d'une expression. Netflix and chill. On n'est pas sur Amazon and chill. Et également toujours grâce à leur community manager. Il y a également un service client très important, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au travers d'un chat direct, d'email ou de téléphone. Et pour y avoir eu recours un dimanche après-midi, je peux vous confirmer qu'ils sont vraiment extraordinaires. Et enfin, c'est un service à la demande, c'est-à-dire que le client a une totale liberté quant à l'accès de ce service. Netflix est tellement ancré dans nos foyers qu'il a carrément son bouton sur la télécommande. Le principal étant bien évidemment les abonnements mensuels. À cela s'ajoutent les placements de produits dans les contenus originaux Netflix, mais ça reste une part très faible. Le meilleur en la matière est Amazon qui, dans sa série Jack Ryan, a réussi à lier des produits qui étaient présents sur son site. À cela s'ajoute la location de DVD qui représente une part de plus en plus faible et qui est réservée aux États-Unis. Et enfin, bien évidemment, les licences liées aux contenus qui ont été créés par Netflix. On pourrait se demander si la publicité ne pourrait pas être un revenu important pour Netflix, mais ça paraît difficilement envisageable, sachant que, comme il l'indique dans leur rapport annuel, ça reste une des propositions de valeur de l'entreprise. On va s'attaquer aux ressources clés de l'entreprise et on les compte au nombre de 7. La première est la marque Netflix et son identité. À cela s'ajoute la plateforme pour laquelle il est nécessaire qu'il y ait un bon fonctionnement, mais également l'intelligence artificielle qui permet de collecter des données sur les clients, le personnel, mais aussi les cinéastes. En 2020, Netflix a créé un fonds de soutien pour venir en aide aux créateurs en difficulté en raison de la crise sanitaire. Les récompenses qui permettent de promouvoir les contenus en font également partie. Et il faut savoir qu'en 2020, Netflix a été le studio le plus nommé aux Oscars et aux Emmy Awards. La bibliothèque de contenu qui est très large et vaste. Et enfin, les studios permettant de créer les contenus originaux font bien évidemment partie d'une des ressources principales de Netflix. Le 7e module est les activités clés de l'entreprise. Donc la toute première est bien évidemment la création et la distribution de contenus originaux. En 2013, Netflix a été le premier site de streaming à recevoir 3 Emmy Awards pour la série House of Cards. À l'époque, elle valait 100 millions de dollars. Les licences de contenu que Netflix achète pour rester pertinent auprès des 2000 segments de clients. Il y a également le maintien de la plateforme, essentiel pour délivrer un bon service et en conséquence des investissements en recherche et développement pour rester novateur et suivre les évolutions dans ce secteur. En conséquence, en termes d'activités clés, il y a l'analyse de données afin de comprendre le comportement des clients et de leur offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Cela permet aussi de limiter bien évidemment le taux de désabonnement. Pour cela, je vous incite à regarder la vidéo d'un créatif qui parle très bien de comment Netflix nous rend accro. Et enfin, la dernière activité clé est le marketing et la vente afin de promouvoir le service. En termes de partenaires clés, le principal est bien évidemment les actionnaires de Netflix. Il s'agit des investisseurs institutionnels, des fonds de pension et des fonds d'investissement. On peut ajouter également les studios de production qui permettent à Netflix d'acheter des droits de diffusion de séries qui n'ont bien évidemment
pas produit. À cela s'ajoutent les principaux acteurs du monde cinématographique, tels que les réalisateurs, les écrivains et les différents syndicats, etc. S'ajoutent les sociétés électroniques et les fournisseurs d'accès Internet qui ont permis au travers de leurs produits ou services de diffuser Netflix. Il y a les marques avec lesquelles Netflix souhaite créer des partenariats forts en vue de faire du co-branding, et également Amazon Web Services qui permet d'héberger la plateforme Netflix. Les autorités de régulation telles que les politiques de la Federal Communication Commission qui travaillent sur les sujets de neutralité sur le web et qui clairement a un impact crucial pour Netflix. On peut également se poser la question des cinémas et des théâtres qui, peut-être à l'avenir, créeront des liens avec Netflix tant ils ont changé le paysage audiovisuel. Le dernier module, et non des moindres, est la structure des coûts. En tout premier lieu, on va donc étudier tous les coûts liés à la création de contenu et qui jouent sur la rentabilité de la société. En 2020, Netflix a dépensé 20 milliards de dollars pour sa création de contenu, sachant que je vous rappelle que le chiffre d'affaires était approximativement de 25 milliards. C'est un montant 5 fois plus élevé qu'en 2015. Par exemple, pour comparer, Amazon a dépensé uniquement 6 milliards de dollars en 2019, ce qui représente 30% du budget de Netflix. C'est le poste qui joue sur l'endettement de Netflix. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque d'investissement Morgan Stanley n'a pas jugé inquiétante le taux d'endettement de Netflix et au contraire a même validé cette stratégie. Elle anticipe même que le cash flow de l'entreprise soit dans le vert en 2021. Le cash flow est la donnée la plus importante pour les actionnaires puisqu'elle permet de mesurer la trésorerie nette de l'entreprise. La trésorerie nette regroupe l'ensemble des sommes d'argent mobilisables à court terme par l'entreprise. C'est donc un indicateur de la santé financière de celle-ci et elle permet de dire si jamais il y a un équilibre ou pas dans les finances de l'entreprise. Si la trésorerie nette est positive, c'est-à-dire que la trésorerie de l'entreprise est excédentaire, en conséquence, elle pourra régler sa dette, payer des dividendes aux investisseurs ou placer cet argent. A contrario, si jamais elle est négative, c'est-à-dire que la trésorerie est dans le rouge et que par conséquent, il faut réinjecter de l'argent au sein de l'entreprise. La trésorerie nette permet donc de s'assurer de la solvabilité de l'entreprise. La trésorerie nette est liée au cash flow et c'est ce qui intéresse les actionnaires. Donc, on aurait tendance à penser qu'il faut limiter la dette afin d'avoir une trésorerie nette positive. Mais pour autant, ça pose pas trop de problèmes à Netflix. À un point tel que Reed Hastings a écrit une lettre aux actionnaires indiquant que le plan actuel est de continuer à utiliser la dette pour continuer à financer notre besoin d'investissement. Et on parlerait d'une dette de 1 milliard de dollars. On n'est plus à ça près. Une autre structure de coûts est tout ce qui est l'administratif et les coûts liés à la gestion courante de l'entreprise. On s'ajoute bien cela, bien évidemment, les salaires liés au coût du personnel. En 2019, 8600 personnes travaillaient chez Netflix. Il y a bien évidemment le maintien correct de la plateforme de Netflix, les frais liés à Amazon Web Services, les investissements en recherche et développement pour tout ce qui concerne les technologies, l'intelligence artificielle et les recherches de données, et bien évidemment le marketing, la communication et les RH. On peut donc en conclure que Netflix participe aux évolutions des habitudes tant de consommation que de production de contenu. Les consommateurs voulaient du choix, Netflix leur propose un large catalogue de contenus sans cesse réapprovisionné. Ils ont su répondre aux besoins du consommateur tout en s'adaptant aux évolutions et en restant innovants. Même si Netflix est leader sur son marché, on s'aperçoit que les nouveaux entrants sont donc plus en plus nombreux chaque année et que l'intensité concurrentielle y est très forte. Même si les dépenses augmentent, notamment à cause de la création de contenu, c'est le principal moteur de Netflix. Donc, comme le dit Mark Hastings très sereinement, non, Netflix ne sera pas rentable avant plusieurs années. Affaire à suivre.